Peut-on entendre, quelque part, tapis au creux de ces canyons profonds, les échos d'11 000 ans d'histoire attendent encore qu'on leur prête l'oreille. Nous nous sommes habitués aux sons dramatiques qui accompagnent le nom de l'Iran dans les médias internationaux. Les sirènes d'alerte, les flashs d'actualité sur fond de conflit, les débats politiques enflammés sur les plateaux de télévision. Mais écoutez encore, une seconde fois. Il existe un Iran tout à fait différent, où le son dominant n'est pas celui des tirs, mais le battement rythmé des tambours d'Af lors des fêtes ancestrales. Le chant poétique du Horé qui rebondit de falaise en falaise, et le soupir léger des villages endormis dans les nuages. Regardez cet enfant, là, sur le seuil. Ici, la frontière entre la maison et la route, entre l'espace privé et l'espace commun, semble s'être effacée depuis bien longtemps. Ces gens ne cherchent pas à combattre le temps, ils le transforment en une fine couche de suie protectrice sur le plafond des grottes, en une philosophie de symbiose absolue avec le paysage qui les entoure. Bienvenue dans un voyage à la découverte de l'âme véritable de l'Iran. Ici, survivre n'est pas une lutte interminable contre l'adversité, mais un chant d'amour, fait de patience et de douceur. Dans le nord-ouest de l'Iran, à environ 40 miles au sud de la ville de Tabriz, un minuscule village bruisse de vie depuis plus de 7 siècles. L'histoire de ce lieu commence il y a très longtemps, quand un volcan de cendres est entré en éruption. La lave et les cendres ont coulé, puis se sont durcis en une roche tendre appelée tuf. Au fil des siècles, le vent et la pluie ont sculpté ces coulées en cônes pointus qui s'élèvent vers le ciel. Un jour, les habitants ont compris qu'ils pouvaient les creuser pour y vivre. Aujourd'hui, c'est l'un des rares endroits au monde où ce mode de vie troglodyte n'est pas un musée figé pour touristes, mais un quartier bien vivant qui respire encore. On appelle ces habitations des karanes, ce qui signifie « ruches ». À l'intérieur de ces tours de pierre, l'ambiance est étonnamment chaleureuse. Parce que les murs de roche font parfois près de 2 mètres d'épaisseur, la température y reste toujours juste. Quand le soleil iranien écrase la vallée à midi, on croirait que les pièces possèdent leur propre climatisation naturelle. Et lors des hivers glacés de la montagne, ces mêmes murs retiennent la chaleur d'un petit feu, comme une couverture chaude qu'on ne quitterait pour rien au monde. La plupart de ces cônes comptent 3 ou 4 étages. Le rez-de-chaussée abrite généralement les animaux de la famille, chèvres ou moutons, tandis que les étages supérieurs servent de cuisine et de pièces à vivre. Au petit matin, on entend le village se réveiller avant même de le voir. Le premier bruit, ce sont toujours les pas déhanchés des ânes qui cliquettent sur les sentiers de pierre étroits et abrupts. Besoin de transporter un sac de noix trop lourd ou un tapis tissé à la main tout neuf? L'âne est votre taxi. Puis vient l'odeur du bois qui brûle. Levez les yeux et vous verrez de fines volutes de fumée bleue s'échapper du sommet des cônes rocheux. À l'intérieur, les femmes allument des feux de charbon pour faire bouillir l'eau dans de vieilles bouilloires en cuivre, transmises dans la famille depuis des générations, sans doute. Le foyer de la cuisine n'a rien d'un appareil moderne. C'est littéralement un trou creusé dans le sol de pierre, lissé par les mains des mères et des grands-mères, année après année. Si un habitant vous invite chez lui, vous découvrirez un rituel entièrement tourné vers la lenteur. On ne mélange pas simplement du sucre dans la tasse. On vous tend plutôt un morceau de sucre candi jaune et dur, le naba. Vous le tenez entre les dents et sirotez le thé noir et brûlant à travers lui. C'est une leçon silencieuse de patience. La douceur arrive peu à peu, morceau par morceau, au fil de la conversation. Il n'y a ici ni angle parfait, ni ligne droite. Rien qu'une vie simple et laborieuse, où l'on remplit des bidons en plastique aux sources glacées de la montagne et où l'on étend son linge à même les falaises escarpées. Vous est-il déjà arrivé de marcher dans une rue et de réaliser, soudain, que vous vous teniez en réalité sur le toit de quelqu'un? Perché à environ 3700 pieds d'altitude, ce village semble avoir inversé la logique du monde. La montagne est si abrupte, inclinée à près de 60 degrés, qu'il n'y avait tout simplement pas assez de terrain plat pour bâtir des routes classiques. Alors, ceux qui se sont installés ici il y a plus de 1000 ans ont fait preuve d'ingéniosité. Ils ont transformé le toit d'une maison en cour et en trottoir pour la maison du dessus. En arrivant, ce n'est pas le paysage qui frappe en premier, mais le silence. Puisque les voitures ne peuvent physiquement pas s'aventurer sur ces toits et ces escaliers entremêlés, le vrombissement habituel des moteurs cède la place au bavardage discret des voisins et au tintement lointain des verres à thé. Les maisons sont peintes d'une teinte d'argile jaunâtre particulière, un choix fait par des générations d'habitants pour que les bâtiments se détachent dans l'épais brouillard gris qui remonte de la mer Caspienne presque chaque après-midi.
Dans de petites cuisines chaudes, les femmes s'affairent à préparer l'ashereshte, une soupe épaisse et généreuse à base d'herbes sauvages de montagne, de lentilles et de nouilles faites main. Si vous flânez dans les ruelles, qui restent, littéralement, le toit de quelqu'un, vous verrez des grands-mères assises dans l'embrasure des portes en bois, leurs doigts s'activant pour tricoter de petites poupées de laine colorée. Ces poupées, vibrantes de rouge et de vert, sont devenues le symbole du village. L'espace privé, tel que nous le concevons, n'existe pas vraiment ici. Si un enfant tape dans un ballon, celui-ci risque d'atterrir dans la cour d'un voisin, 2 niveaux plus bas. Si quelqu'un fait revenir des oignons, tout le quartier sait déjà ce qu'il y aura au dîner. Cette proximité physique a fini par tisser, chez ces gens, un profond sentiment d'interdépendance. Comment rester un étranger quand votre voisin marche littéralement au-dessus de votre tête pour aller faire ses courses? L'architecture ne cherche jamais à aplanir le terrain, elle épouse la pente. Et à chaque orage qui passe, l'humidité durcit un peu plus les murs de briques de boue jaunâtre, rendant le village plus solide à chaque pluie. Palangan, lui, ne ressemble en rien aux banlieues plates que la plupart d'entre nous connaissent. Niché au fond du canyon de Tangedjar, au Kurdistan iranien, le village est coupé en 2 par une rivière tumultueuse. D'immenses parois de calcaire se dressent de chaque côté et les maisons s'empilent comme des blocs de construction contre la roche. La pente est si raide qu'il n'y a pas de place pour de véritables rues. Tout se déplace à la verticale. Envie de rendre visite à un ami ? On ne fait pas le tour du pâté de maison en voiture, on grimpe 10 volets de marche en pierre. Vers midi, le village bourdonne d'activité. On voit des hommes remonter du fond du canyon, le dos courbé sous des caisses de truites fraîches. Il semble impossible de trouver une immense pisciculture au milieu de ces montagnes sèches et déchiquetées, et pourtant, les habitants ont su utiliser l'eau glacée des sources pour créer quelque chose d'unique. Ils élèvent les truites dans d'étroits canaux de pierre juste à côté de la rivière. Le déjeuner s'accompagne souvent de l'odeur du bois de noyer qui se consume dans des foyers ouverts. Les familles ouvrent les poissons, les pressent à plat contre des cadres de bambou et les font griller juste devant leur porte. Si vous passez par là, la fumée vous suit jusque sur les hauteurs de la montagne. On croise parfois un âne chargé de provisions, choisissant son chemin avec prudence sur les sentiers étroits, ses sabots claquant sur la pierre sèche. Il n'y a pas de voiture ici. Les chemins sont à peine assez larges pour que 2 personnes s'y croisent. Voici Abiané, que l'on surnomme souvent le village rouge. La première chose que l'on remarque, c'est la couleur. Chaque maison est bâtie en briques d'argile rouge. La terre, ici, est chargée d'oxyde de fer et les habitants vous confieront volontiers leurs secrets. Plus il pleut, plus ces murs durcissent. C'est une ville construite pour survivre aux éléments en devenant elle-même une part de la montagne. Les femmes sont le cœur battant du village. Contrairement aux tchadors noirs que l'on voit dans une grande partie de l'Iran, les femmes d'Abiané portent depuis des siècles leur foulard fleuri si caractéristique. C'est leur façon de dire « voilà qui nous sommes ». Elles passent leurs après-midi à faire sécher les fruits sous le soleil d'altitude pour s'assurer que le village aura de quoi se nourrir quand l'hiver rigoureux de la montagne s'abattra et les coupera du reste du monde. Regardez de plus près les vieilles portes en bois et vous découvrirez quelque chose d'astucieux. Chaque entrée possède 2 heurtoirs différents. L'un est long et lourd, produisant un bruit sourd et profond. L'autre est rond et léger, produisant un tintement plus aigu. Ainsi, ceux qui se trouvent à l'intérieur savent si c'est un homme ou une femme qui frappe à la porte. Si le bruit est sourd et profond, c'est l'homme de la maison qui va répondre. Un simple système à 2 tons, garant de la pudeur, qui fonctionne depuis des générations. Ici, on ne se soucie guère des dernières nouvelles, ni de la politique mondiale. On se préoccupe des récoltes et de la solidité de ces murs rouges. Dans les collines escarpées du sud-est de l'Iran, aux abords du désert du Lout, se cache un lieu qui se dissimule, à la vue de tous, depuis 12 000 ans. Vu de loin, on dirait un simple amoncellement de pierres poussiéreuses. Mais en s'approchant, on distingue peu à peu de petites portes en bois et de minuscules fenêtres, taillées à même la roche de la montagne. Ce sont des habitations creusées à la main que l'on appelle quiches. On en dénombre plus de 400, ces appartements-grottes empilés à différentes hauteurs le long du canyon. Les murs sont incroyablement épais, parfois près de 2 mètres. Cela signifie que pendant que le soleil du désert cogne dehors, l'intérieur reste frais comme une cave. En hiver, c'est l'inverse. La pierre retient la chaleur, gardant les familles bien au chaud pendant que les vents de la montagne hurlent au dehors. Entrez aujourd'hui dans un quiche et la première chose qui frappe, c'est le plafond. Il est d'un noir de jet.
On dirait qu'il a été peint au charbon, mais cette couche sombre est en réalité le fruit de décennies, parfois de siècles, de fumée de cuisson accumulée. Ce n'est pas le signe d'une maison mal entretenue, c'est un trait de génie. La suie agit comme un scellant naturel, renforçant la roche tendre pour qu'elle ne s'effrite pas sur la tête des dormeurs, tout en offrant une couche d'isolation supplémentaire. La cuisine de ses habitants repose entièrement sur ce que l'on peut glaner dans les déserts et les hauts plateaux environnants, sans jamais cultiver la terre. De petites pistaches sauvages, à la coque dure et au goût intense. On broie les cerneaux à la main jusqu'à obtenir une pâte qui sert de base à une soupe dense et riche en protéines appelée abeban. On la laisse mijoter lentement jusqu'à ce que l'amertume des noix crues se transforme en une saveur profonde, presque fumée. Un pain plat, appelé nanota, est étiré aussi fin que du papier, puis cuit directement sur une plaque de fer brûlante posée sur des braises incandescentes. On le produit par grandes fournées, destinées à durer des semaines, avant de l'empiler et de le conserver dans des chambres froides naturelles où la pierre maintient une température constante. Dans ces conditions, le pain ne rassit pas vraiment. Il se concentre plutôt, devenant plus dense et plus savoureux à mesure que les jours passent. Ces gens sont semi-nomades, se déplaçant entre ces grottes et des huttes saisonnières au gré du climat. On ne trouve ici ni gadgets clinquants, ni vacarme de grandes villes. On trouve plutôt des gens qui connaissent la montagne comme le fond de leur poche. Ils parlent un dialecte qui semble un murmure venu du fond des âges et traitent chaque visiteur comme un parent perdu de vue depuis longtemps. Bienvenue à Makunik, que l'on surnomme souvent le village des nains. Pendant des centaines d'années, cet endroit est resté un secret total, blotti dans les montagnes escarpées de l'est de l'Iran. Il n'était pas seulement dissimulé par la géographie, il était pensé pour disparaître. En marchant dans ces ruelles étroites et sinueuses, on se sent comme un géant tombé dans un conte pour enfants. Les maisons sont minuscules, faites de terre séchée au soleil et de pierre, et s'élèvent à peine à 1 mètre du sol. Pour y entrer, il faut se courber très bas, plus bas qu'on ne l'a sans doute jamais fait. Les portes en bois sont minuscules, certaines ne mesurant que 80 cm de haut. Il ne s'agissait pas de bâtir petit pour le plaisir, il s'agissait de survivre. Dans une région où le bois est rare et où les nuits d'hiver peuvent geler le sang dans les veines, une petite maison au plafond bas se réchauffe plus facilement et se repère beaucoup moins de loin par d'éventuels envahisseurs. Entrez, et l'air sent la fumée de bois et la vieille poussière. Au centre de la pièce trône le kandik, un unique foyer qui constitue le cœur de la maison. Ici, pas de chambre privée, pas de belle table à manger. Toute la famille mange, dort et travaille à portée de bras de ce feu. C'est un espace serré. Pendant des siècles, ses habitants ont vécu dans un isolement presque total. Parce que le sol était si aride et qu'ils n'avaient aucun moyen d'irriguer la terre, ils suivaient un régime alimentaire qui nous paraîtrait aujourd'hui impossible à tenir. Ils ne mangeaient pas de viande, ils ne buvaient même pas de thé. En fait, jusqu'à il y a une centaine d'années, boire du thé était considéré comme un péché. Ils comptaient plutôt sur le jujubier sauvage. Ce petit fruit, semblable à une datte, était leur sève vitale. Ils le faisaient sécher, le réduisaient en farine et le mélangeaient à n'importe quelle céréale qu'ils parvenaient à trouver pour confectionner un pain dense et lourd. Historiquement, les habitants étaient nettement plus petits que la moyenne. Beaucoup mesuraient moins d'1,50 m. Les scientifiques attribuent ce phénomène à un mélange de malnutrition et de patrimoine génétique restreint, propre à une région aussi isolée. Aujourd'hui, avec une meilleure alimentation et des routes qui rejoignent enfin la vallée, la jeune génération grandit, littéralement. Mais les maisons minuscules demeurent, comme l'ombre portée de ce passé. Une petite poche de vie, dissimulée dans la région du Oraman, à l'ouest de l'Iran. Si l'on ne savait pas qu'elle existait, on passerait devant l'entrée de la vallée sans jamais deviner qu'une communauté y prospère depuis plus de 1000 ans. La première chose que l'on remarque à Hadjidj, ce n'est pas le paysage, mais la verticalité absolue de tout ce qui s'y trouve. Les montagnes sont si abruptes que les villageois ont dû redoubler d'inventivité. Il existe ici un dicton. La cour de la maison du dessus et le toit de la maison du dessous. Tout en bas du village, la rivière Sirwan file dans un grondement lourd et continu. Pour les habitants de Hadjidj, cette rivière n'est pas qu'un simple cours d'eau. Ils l'appellent la voie des montagnes. Non loin de là, la célèbre source de Bel déverse des milliers de litres d'eau glacée chaque seconde. Les habitants croient que cette eau est un don. On voit des hommes remplir de vieilles cruches en terre cuite pour les remonter le long des escaliers de pierre abruptes. Ce village est la capitale mondiale du Kailash, une chaussure blanche traditionnelle entièrement fabriquée à la main. Il n'y a aucune machine ici. Une seule paire de chaussures peut demander des semaines de travail patient.
Le plus étonnant, ces chaussures n'ont ni côté gauche ni côté droit. Elles sont parfaitement symétriques, conçues pour s'adapter à n'importe quel pied, symbole d'une vie simple, équilibrée, faite pour durer sur les sentiers escarpés de la montagne. La vie ici avance au rythme d'une bouilloire qui frémit. On vous invitera à prendre le thé avant même que vous n'ayez pu dire bonjour. C'est la coutume kurde. Ils n'ont peut-être pas grand-chose en matière de confort moderne, mais ils vous offriront la place la plus chaude près du feu et une assiette de noix fraîches cueillies sur les arbres de la vallée. Ils survivent depuis des siècles en veillant les uns sur les autres, en s'assurant que le toit du voisin reste propre. Après tout, ce toit, c'est leur propre cour. Perché à près de 5000 pieds d'altitude, dans les montagnes du Zagros, Uraman Takht ressemble à un trône gigantesque, sculpté à même la roche. Les maisons s'élèvent comme un escalier. Les murs sont bâtis en calcaire empilé à sec, ce qui signifie que les villageois n'ont utilisé ni mortier ni ciment pour maintenir les pierres ensemble. Ils ont plutôt ajusté chaque pierre avec soin, comme les pièces d'un puzzle, en les arrimant à de lourdes poutres de noyer. Ils ont bâti ainsi pour que les maisons puissent bouger légèrement avec la terre lors d'un tremblement, plutôt que de se fissurer. La vie quotidienne à Uraman est une affaire belle, bruyante et profondément communautaire. On ne peut pas y rester quelqu'un de discret. On y entend le harami, une langue ancienne, plus vieille encore que le persan moderne. Elle sonne comme un chant rythmé, transmis de mères en filles au-dessus des marmites de ragoûts fumantes. Les vedettes de la cuisine, ce sont les noix sauvages qui poussent dans la vallée en contrebas. Ces noix ont un caractère bien à elles, une amertume mordante qui ne se transforme en douceur qu'après des heures de mijotage dans de grandes marmites en terre cuite. Le moment le plus célèbre pour visiter, c'est le festival de Pir Shaliar. Imaginez, des centaines d'hommes vêtus de gilets de feutre gris traditionnels, debout sur ces minuscules toits, se tenant par la main, oscillant en de vastes cercles. Les tambours d'Af battent si fort qu'on en sent la vibration jusque dans la poitrine. Ils célèbrent un guérisseur légendaire, mais en réalité, ils se célèbrent les uns les autres. Ils cuisinent d'énormes quantités d'agneaux et de blé dans des marmites communes. Le repas n'appartient à personne en particulier, il appartient au village tout entier. Ils n'ont pas besoin de grand-chose venu de l'extérieur parce qu'ils sont les uns les autres. Dans ce village, on ne consulte pas une application météo. On regarde simplement comment la brume danse autour de ses bottes. Connu comme le toit du Mazandaran, Filband se trouve à environ 2700 mètres d'altitude dans le nord de l'Iran. Son nom porte en lui un morceau d'histoire, presque comique. Fil signifie éléphant et band signifie s'arrêter ou s'attacher. La légende locale raconte que l'ascension vers ce sommet était si raide et si accidentée que même un éléphant massif n'aurait pu l'atteindre. Aujourd'hui encore, la route reste un chemin sinueux à vous couper le souffle, mais une fois arrivé, le reste du monde semble tout simplement disparaître sous cette épaisse couverture de nuages. La vie s'y déroule à un rythme différent, dicté par les besoins du bétail et l'humeur du ciel. La plupart des familles sont semi-nomades, faisant paître leur bétail sur ces hauts pâturages durant les mois chauds. Dès 6 heures du matin, le village bourdonne déjà. L'odeur du bois de hêtre qui brûle et du lait de chèvre qui bout imprègne l'air, se mêlant au parfum de l'herbe détrempée par la pluie. On peut commencer son déjeuner sous un soleil éclatant et le terminer grelottant dans le brouillard. Les habitants plaisantent souvent en disant qu'on peut vivre les 4 saisons en une seule journée, ici. Quand la mer de nuages remonte, les maisons ressemblent à de petites îles de bois flottant dans du lait. À ces instants-là, les voisins se rassemblent. Il n'existe pas ici de simples bonjours expédiés en passant, pas de centres commerciaux tape à l'œil, pas de grands théâtres. Le divertissement, c'est regarder un cheval égaré galoper dans la brume, ou écouter les anciens raconter les hivers où la neige s'accumulait si haut qu'elle recouvrait les fenêtres. Pour les habitants de Filband, le monde d'en bas est peut-être bruyant et pressé, mais ici haut, ils sont parfaitement heureux de vivre entre la terre et les étoiles. Si l'on s'enfonce assez profondément dans les pentes vert émeraude de la province du Gilan, dans le nord de l'Iran, l'air commence à changer. La chaleur sèche du plateau central s'efface, remplacée par une brume fraîche et humide qui sent la terre mouillée et le feu de bois. C'est là que se trouve Milash. La grande vedette du lieu, c'est la cascade de Milash. Pour l'atteindre, il faut traverser une forêt tout droit sortie d'un conte de fées. Quand on la découvre enfin, l'eau s'écrase depuis environ 82 pieds de hauteur. C'est bruyant, c'est glacé, c'est spectaculaire. Mais pour les habitants qui vivent là, cette cascade n'est pas qu'un simple sujet de photo pour touristes. C'est le cœur battant de leur terre. Elle alimente les ruisseaux qui gardent leurs jardins luxuriants et leur morale au beau fixe.
Si l'on visite pendant les récoltes, on voit les collines se teinter d'un violet éclatant. C'est le fameux Golö Gavsaban, la bourrache. Milash est d'ailleurs l'un des plus grands producteurs de cette plante médicinale dans tout le pays. On y voit grand-mères et jeunes enfants s'activer côte à côte dans les champs, les doigts tachés de violet à force de cueillir délicatement les pétales fragiles. Ils font cela de génération en génération, transformant ces minuscules fleurs en une tisane capable d'apaiser les âmes les plus tourmentées. Il n'y a guère de secret dans un village d'une 40aine de foyers. Si quelqu'un refait son toit, 10 voisins débarquent avec leur marteau avant même qu'on le leur demande. Si quelqu'un a un panier de noisettes en trop, on le dépose sur le pas de la porte du voisin. C'est un endroit où l'individu n'existe tout simplement pas sans la communauté qui l'entoure. Il y a environ 400 ans, un roi perse du nom de Shah Abbas a déplacé des milliers de personnes venues de Géorgie vers ce coin d'altitude du centre de l'Iran. Aujourd'hui, le village de Chogurt se dresse à près de 2500 mètres. Malgré 4 siècles passés à l'écart, dans la province d'Ispahan, ses habitants n'ont jamais oublié qui ils étaient. Au petit matin, la vie à Chogurt ressemble à une chorégraphie silencieuse avec la nature. Le miel produit ici est réputé, car les abeilles butinent une dizaine d'espèces différentes d'herbes sauvages de montagne que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les habitants se parlent dans un dialecte géorgien qui semblerait parfaitement normal dans un village des environs de Tbilissi. Et pourtant, les voilà, en plein cœur du Moyen-Orient. Chogurt est l'un des endroits les plus enneigés d'Iran. En hiver, la neige peut s'accumuler jusqu'à 2 mètres de hauteur, transformant le village en forteresse blanche. Ici, on ne se plaint pas du froid. On stocke des sacs de farine de 25 kilos et des bocaux de légumes marinés. La vie se replie alors autour de petits poêles, et les familles racontent les histoires de leurs ancêtres qui ont survécu à la longue traversée depuis les montagnes du Caucase, 14 générations plus tôt. Imaginez rouler 5 heures d'affilée à travers le désert aride du Dasht-e-Kavir. Rien que des étendues de sel à perte de vue et une chaleur miroitante, jusqu'à ce que, sans prévenir, des milliers de hauts palmiers dattiers verts surgissent contre les roches rouges. C'est gamé. On n'a pas l'impression de découvrir un village, mais plutôt une cachette secrète que le temps aurait tout simplement oublié de mettre à jour. Tout, dans ce village, est fait de terre, d'argile et de troncs de palmiers. En parcourant les ruelles silencieuses, on aperçoit des murs debout depuis plus de 400 ans. Ce n'est pas un musée, c'est simplement la façon dont ces gens vivent. On peut croiser un vieil homme assis sur un banc de bois ou quelques chèvres qui déambulent, mais l'essentiel de ce qu'on entend, c'est le vent qui fait bruisser les palmes. Quand le soleil se couche, le ciel du désert prend totalement possession de la scène. Avec seulement 200 habitants environ, il n'y a strictement aucune pollution lumineuse. On peut lever les yeux et voir des millions d'étoiles s'étendre d'un horizon à l'autre. Assis près d'un petit feu, à partager des dattes qui ont le goût du miel pur, on comprend que Gamay n'est pas affaire de visite touristique. C'est plutôt l'endroit où l'on reprend enfin son souffle, en plein cœur du sable. La brume descendait des montagnes, épaisse et blanche, dissimulant tout, sauf les toits de tuiles rouges des maisons qui perçaient à travers la canopée. Ce n'était pas une destination touristique ordinaire. On avait plutôt l'impression de s'être aventuré, presque par accident, dans le sanctuaire privé de quelqu'un d'autre. Savadkou se cache dans le nord de l'Iran, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où les montagnes viennent littéralement s'écraser dans la mer Caspienne. Ce qui rend ce lieu si particulier, ce n'est pas seulement le panorama, même si voir l'eau bleue et les sommets vert émeraude en même temps a quelque chose d'assez saisissant. C'est le rythme de l'endroit. Ici, tout avance à la vitesse d'une respiration lente et profonde. Une légende locale raconte l'histoire d'une femme nommée Kavar. Il y a environ 25 ans, elle a commencé à cuisiner pour quelques voyageurs bloqués sur son petit balcon. Elle n'avait aucun plan d'affaires sophistiqué. Elle a simplement servi ce qu'elle savait faire. Aujourd'hui, son nom est connu dans tout le pays, et des gens roulent 4 ou 5 heures rien que pour goûter son fameux kebab torche. En se promenant dans le village, on voit des voisins accoudés à des murets de pierre pour bavarder ou s'occuper de petits jardins débordants d'herbes aromatiques. Pas de sirènes bruyantes, pas de lumière criarde de grandes villes ici. On entend plutôt le murmure constant de la rivière en contrebas et le bruit du vent qui traverse les vergers. Même si seulement quelques centaines de personnes vivent ici à l'année, elles ont ce don de vous faire sentir, dès la première rencontre, comme un ami que l'on aurait perdu de vue depuis longtemps. 13 villages. 13 régions géographiques différentes, 13 langues et autant de nuances culturelles distinctes.
Et pourtant, derrière cette apparence si disparate, tous se rejoignent en un seul et même point commun, une symbiose absolue avec le relief. En Iran, l'architecture ne cherche jamais à conquérir la nature. À Masuleh, la pente de 60 degrés de la montagne et de la forêt n'est pas un obstacle, elle devient un chemin. À Kandovan, les tours de roches volcaniques ne sont pas des contraintes, elles deviennent des chambres à coucher. Et à Méman, la terre-mère n'est pas seulement une fondation, mais une couverture chaude qui abrite les maisons bâties sous son manteau. C'est une méthode de construction qui ne commence jamais par un plan technique, mais par une observation patiente, répétée sur des centaines de générations. On choisit les matériaux ici non pour leur apparence, mais pour la façon dont ils se comportent avec le temps. Cette couche de suie au plafond des grottes de Méman n'est pas un signe d'arriération, mais une précieuse couche d'isolation biologique. Les murs de pierre rouge d'Abiané ne sont pas là pour la simple décoration. Ils deviennent plus solides après chaque averse. La plus grande leçon de philosophie que nous enseignent ces villages, c'est l'interdépendance. Quand la nature impose une pression constante et rude, un seul foyer ne suffit plus à survivre. Pourquoi le toit de l'un devient-il la cour de l'autre? Pourquoi le foyer d'une maison réchauffe-t-il le mur de la maison voisine? Parce qu'ils ont compris qu'une seule chose peut réellement traverser les longs hivers du Zagros ou la chaleur écrasante du désert du Lut. Une unité soudée, interconnectée. La frontière entre le mien et le nôtre, ici, n'est pas brouillée par le manque, elle est effacée par la sagesse. On aurait tort de croire que chacun aurait pu vivre exactement de la même façon, seul, de son côté. Et pourtant, on se demande, en regardant ces toits partagés, ce que l'on choisirait soi-même si le confort moderne venait un jour à manquer. L'Iran n'est pas ce que l'on aperçoit habituellement à travers le prisme du conflit. L'Iran véritable se trouve ici, dans la chaleur qui émane des falaises, dans la douceur du sucre naba tenu entre les lèvres, et dans une hospitalité que le temps, décidément, ne parvient jamais à effacer.